Ok, bah j'y vais alors. Merci pour l'introduction et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, pour ceux, on a dû se croiser pour certains d'entre nous aux activités de la salle avant le confinement, ou à d'autres, peut-être à l'université ouverte ou à d'autres événements. En tout cas, voilà, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Erwin De Hoek et je suis effectivement maître de conférence à l'université Claude Bernard, laboratoire de géologie. Et je suis membre de l'équipe scientifique en fait de deux missions martiennes qui sont actuellement en cours. Donc la mission Curiosity avec le rover Curiosity qui est ici à gauche, et plus récemment donc la mission Perseverance avec le rover Perseverance qui est ici à droite. Euh, donc euh, donc dans cette conférence, j'ai divisé cette conférence en deux parties, très simplement. Une qui sera consacrée à Curiosity et une à Perseverance. Et comme je l'ai annoncé un peu dans le résumé, on va voir dans cette conférence quels sont les points communs entre ces deux missions. Alors elles sont assez évidentes sur cette diapositive d'introduction. Et on verra qu'il y a aussi pas mal de différences entre ces deux missions. On parlera un peu de la participation française et puis bien sûr on parlera un peu des résultats qui ont été obtenus. Alors euh, évidemment il y a plus de résultats pour Curiosity parce que Curiosity il est sur Mars depuis 2012 donc ça va bientôt faire 9 ans et Perseverance lui il est arrivé il y a 3 mois donc évidemment il y a un peu plus de résultats pour Curiosity. Et puis, comme on disait tout à l'heure, hein, si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Euh, Si je les vois passer, peut-être que j'y répondrai tout de suite, et sinon, on aura du temps à la fin pour répondre aux questions à ce moment-là. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié pour cette petite introduction. Alors, comme j'ai dit, je vais commencer par parler de Curiosity. Euh, Simplement parce que chronologiquement, donc comme je le disais, c'est le premier des deux à être arrivé sur Mars. Et Curiosity, alors c'est pas le premier robot à s'être posé sur Mars, hein, il fait suite à une série d'autres rovers américains, mais je dirais, c'est le premier de sa catégorie. Alors faut bien se rendre compte que c'est un très gros véhicule, ce rover Curiosity. Il fait 900 kilos déjà en termes de masse, ce qui inclut 80 kilos d'instrumentation scientifique. Et en termes de dimension du véhicule, c'est une petite voiture. Il fait 2,9 mètres de long et 2,7 mètres de large. Euh, et son mât j'ai plus le chiffre exact en tête, mais le mât culmine à environ de 2 mètres de hauteur. Donc c'est un gros véhicule. Et d'ailleurs, le nom de la mission, alors Curiosity en fait c'est le nom du rover, et la mission elle s'appelle Mars Science Laboratory, donc laboratoire de sciences martiennes. Donc c'est vraiment un véhicule qui est pensé comme un laboratoire roulant qu'on envoie sur Mars. Donc je l'ai dit, il y a 80 kilos d'instrumentation scientifique, ouais, je ne vais pas tout détailler évidemment ici. Donc c'est réparti sur 10 instruments au total. Donc on a des choses assez classiques comme des caméras, donc les caméras Mastcam qui sont ici sur le mât. On a une petite station météo qui s'appelle REMS. Et puis on a des instruments qui sont positionnés sur un bras robotique, donc qui peut être déployé et être mis au contact des roches martiennes. Donc on a un instrument notamment de mesure de composition chimique qui s'appelle l'APXS. Et puis une caméra qui est également au bout de ce bras robotique et qui permet de prendre des images très détaillées de la texture de ces roches et qui accessoirement permet de faire les selfies que vous avez vus sur la diapositive d'introduction. Et puis il y a deux instruments en fait, les deux instruments les plus imposants en fait on les voit pas extérieurement et en fait ils sont à l'intérieur du corps du rover. Et ce sont des instruments d'analyse minéralogique pour Kemin. Et puis il y a cet instrument qui s'appelle SAM. Alors c'est pas pour le prénom, hein, ça veut dire Sample Analysis at Mars. C'est un instrument qui permet de faire des analyses
notamment de gaz évolués, c'est-à-dire qu'on va chauffer l'échantillon et puis voir les gaz, on va analyser les gaz qui s'en échappent. Et puis, il fait également de l'analyse de matière organique. Donc, et puis des analyses isotopiques également. Donc, c'est un instrument extrêmement puissant et extrêmement versatile. Et en fait, ces deux instruments, donc Kemin et SAM, qui sont à l'intérieur du rover, ils sont dépendants du système de forage du rover, donc qui est situé également sur le bras, et qui va venir donc prélever de la poudre de roche. Je vous montrerai des exemples après. Et donc le bras peut se retourner au-dessus de la carrosserie du rover, entre guillemets, et il va venir verser dans ces instruments un petit peu de poudre de roche qui va ensuite être analysée. Donc voilà le système de laboratoire roulant que représente ce rover Curiosity. Alors j'ai oublié de faire apparaître la petite animation pour vous donner peut-être une meilleure idée de la taille. Ça c'est une photo de moi avec une réplique, évidemment c'est pas un modèle de vol, hein, c'est une réplique d'une des roues du rover, pour vous donner un petit peu une idée de la taille. Donc voilà un petit peu l'instrumentation scientifique. Alors évidemment, quand on va quand on va faire des prélèvements de roches comme ça, il va falloir amener le bras robotique direct, il va falloir poser le bras robotique à la surface et il va falloir forer. Et ça, c'est une opération qui est assez délicate et à chaque fois qu'on va le faire, ça va prendre un certain temps. Euh, alors au début, les premières campagnes de forage étaient très longues. Maintenant, elles durent à peu près 2 semaines, mais donc c'est 2 semaines pendant lesquelles le rover doit rester à la même place. Donc autant dire qu'on ne le fait pas non plus tous les jours. Donc ça veut dire qu'il faut aussi des instruments, par ailleurs, un petit peu de reconnaissance pour identifier les roches qui sont intéressantes et qui feraient qui ferait des bons échantillons à être analysés par Kemin et Sam. Et un des instruments de reconnaissance que l'on a, outre bien sûr les caméras qui nous montrent l'environnement du rover, l'autre instrument de reconnaissance, c'est cet instrument dont j'ai pas encore parlé, qui est situé tout au sommet du mât, cette boîte blanche. C'est l'instrument ChemCam. Et ChemCam, c'est l'une des deux contributions majeures de la France à ce rover Curiosity. L'autre, en fait, c'est un composant de SAM, le chromatographe en phase gazeuse qui a été fourni par la France. Et donc cet instrument ChemCam, c'est une coopération en fait entre le Los Alamos National Laboratory aux États-Unis et un ensemble d'universités, de laboratoires universitaires français sous l'égide du CNES, l'Agence spatiale française, et de l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse. Alors cet instrument ChemCam, on va voir un petit peu plus comment il fonctionne. Donc on le voit tout de suite sur cette image hein, qu'il est doté d'un laser et c'est ce laser qui va nous permettre d'analyser les roches. Alors c'est un laser infrarouge, c'est-à-dire que là pour l'illustration on le montre, mais il n'est pas visible euh, à l'œil humain. Alors comment est-ce que ça fonctionne et à quoi ça sert cet instrument ChemCam? Eh bien c'est donc vous avez ici le mât du rover avec le ChemCam qui est au sommet, et puis vous avez ce qu'on va appeler une cible dans notre jargon, c'est-à-dire une roche qui nous intéresse, qui va être située à une certaine distance du rover, et donc on va focaliser notre laser sur cette roche à une distance qui peut varier entre 2 et 7 mètres. Alors, on a même fait un petit peu plus, on a fait jusqu'à 9 mètres, il me semble. Ce laser va déposer sur une toute petite surface une assez grande quantité d'énergie. Et l'effet, la conséquence de ça, c'est qu'en fait, on va vaporiser une toute petite portion de la roche. Et on va même faire un peu plus que la vaporiser, c'est-à-dire qu'on va la transformer en plasma, c'est-à-dire une vapeur dans laquelle les électrons sont arrachés à leurs atomes. Donc ça, pour vous donner une idée, hein, donc ça fait une sorte de petite étincelle finalement. Et ça, c'est pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Donc ça fait une espèce d'étincelle comme ça de quelques millimètres de large. Et donc cette étincelle, elle est lumineuse et le télescope qui sert à focaliser le laser, il va collecter en fait la lumière émise par ce plasma.
Donc la lumière fait le trajet inverse, elle retourne dans l'instrument ici, et elle va être transmise, alors via une fibre optique, elle va être transmise à un ensemble de spectromètres qui est situé à l'intérieur du rover. Et ces spectromètres vont donc décomposer la lumière de ce plasma. Et ce qu'on va obtenir, alors avec un petit peu de traitement, hein, mais on va obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Euh, C'est-à-dire un spectre donc en longueur d'onde avec dedans des pics d'émission, des raies d'émission. Et chacune de ces raies d'émission va correspondre à un élément chimique particulier. Donc les astronomes qui font un peu de spectroscopie stellaire, par exemple, reconnaîtront la raie H-alpha de l'hydrogène ici à 656 nanomètres, qui est également détectée par ChemCam dans les roches martiennes. Et donc avec ce spectre, en le moulinant un petit peu, si je puis dire, eh bien on va pouvoir remonter à l'abondance des différents éléments chimiques. Et ça va nous renseigner sur la façon dont cette roche s'est formée et comment elle a évolué après sa formation. Et donc, si on repère par exemple une composition chimique très inhabituelle, eh ben, ça peut être un bon candidat pour ensuite faire un forage et analyser cette même roche avec les instruments CheMin et SAM dont je parlais tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu du site d'atterrissage de Curiosity. Donc Curiosity, je l'ai dit, a atterri en 2012 sur Mars et il a atterri dans ce cratère que vous voyez ici. Alors c'est une image dans laquelle la couleur représente l'altitude. Et donc on voit cette cuvette ici avec les couleurs bleutées. Donc c'est un cratère qui est situé assez, assez proche de l'équateur martien. On est à peu près à 5 degrés sud et il fait 150 km de diamètre environ, donc un cratère quand même d'assez grande dimension, même si bon, sur Mars on a des bassins d'impact qui sont beaucoup plus grands que ça, mais un cratère relativement grand. Et ce cratère, donc, il a la particularité, on le voit sur la carte globale ici, d'être situé sur ce qu'on appelle la dichotomie martienne, c'est-à-dire la limite entre les terrains, enfin entre les plateaux de l'hémisphère sud, donc vous voyez les couleurs rougeâtres qui sont donc des altitudes assez élevées, et puis les plaines de l'hémisphère nord, donc qui sont à plus basse altitude. Donc on est à cheval sur cette dichotomie. Et puis l'autre particularité, c'est ce que vous voyez à l'intérieur, c'est ce relief positif à l'intérieur du cratère lui-même, qui est une montagne d'environ 5 km de haut. Alors, en termes d'âge, ce cratère, on estime qu'il s'est formé il y a environ 3,6 milliards d'années. Donc c'est un cratère très, très ancien, en tout cas par rapport à ce qu'on peut trouver sur Terre. Alors justement, si on fait une petite comparaison avec l'histoire géologique de la Terre, donc je vous ai mis ici à gauche l'échelle des temps géologiques terrestres, telle qu'on l'utilise très couramment en géologie. Alors c'est une échelle qui est pas linéaire en fait, hein, si vous, bon, c'est peut-être un peu petit, mais si vous regardez précisément les chiffres, la première colonne ici va en gros jusqu'à la disparition des dinosaures, donc 65 millions d'années. Donc ça représente une certaine période de temps. Et la dernière colonne ici couvre entre 500 millions d'années et 4,5 milliards d'années. Donc la dernière colonne ici est beaucoup plus longue que la première. Et ça, c'est simplement lié au fait que on a plus de subdivisions à proximité du présent, puisqu'on a notamment, par exemple, plus de fossiles sur lesquels on peut faire des subdivisions. Mais donc, si on regarde sur cette échelle des temps géologiques terrestres, 3,6 milliards d'années, eh ben, ça nous amène quelque part ici. Donc, on est vraiment tout en bas de l'échelle des temps géologiques terrestres. Et donc, en fait, ça correspond à des terrains qui, sur Terre, ont été très très mal préservés parce que sur Terre, on a beaucoup d'activités géologiques, du volcanisme, de la tectonique des plaques, etc., de l'érosion, qui fait que cette époque de l'histoire de la Terre a été très mal préservée. Au contraire, sur Mars, ces terrains anciens ont été bien préservés parce que
eh bien, il y a aujourd'hui beaucoup moins d'activité à la surface de Mars, et donc ces terrains anciens ont été beaucoup mieux préservés. Juste pour donner un ordre d'idée, en fait, sur Terre, 99% de la surface actuelle de la Terre a moins de 2 milliards d'années, alors que sur Mars, il y a à peu près la moitié de la surface qui est plus ancienne que 3,7 milliards d'années. Donc j'aime bien citer ces chiffres parce que ça montre bien la différence d'âge entre les surfaces des deux planètes. Donc avec Curiosity, on va vraiment observer évidemment le passé de Mars, mais aussi un petit peu le passé de la Terre en quelque sorte. Alors pas directement, hein, mais en tout cas on va aller visiter une planète tellurique à une époque où on n'a plus beaucoup de restes, on n'a plus beaucoup de vestiges sur Terre. Et puis une époque en même temps dont on sait qu'elle est assez charnière sur Terre, puisque on pense que la vie, alors on ne sait pas exactement quand, mais on pense que la vie est apparue peut-être il y a environ 3,8 milliards d'années sur Terre. Donc c'est aussi une époque importante de ce point de vue-là, comprendre l'émergence de la vie. Alors j'en reviens à mon cratère, plus précisément, qu'est-ce qui fait son attrait outre son âge? Eh bien, comme je le disais, hein, c'est cette montagne qu'on trouve à l'intérieur. Alors, il y a un micro ouvert. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. Sinon, je continue. Et donc, je disais, il y a cette montagne à l'intérieur du cratère. Donc, c'est une montagne qui fait 5 km de haut. Donc, c'est vraiment pas une petite montagne. Et elle est intéressante parce que, en fait, c'est une montagne qui n'est ni une montagne tectonique. C'est pas une montagne comme le Mont Blanc, par exemple, qui serait formée par la collision de plaques continentales. Ou c'est pas un volcan non plus, c'est en fait une pile sédimentaire. Donc c'est-à-dire que dans ce cratère se sont accumulés des sédiments sur plusieurs kilomètres donc d'épaisseur, et puis ensuite l'érosion a dégagé une partie de ces sédiments pour former cette montagne ici, qu'on appelle Aeolis Mons ou Mont Sharp. Aeolis Mons étant le nom officiel et Mont Sharp étant le nom officieux. Alors, donc, du coup, c'est intéressant ça parce que les géologues, ils aiment bien les roches sédimentaires parce que ça veut dire qu'en fait, on a déposé différentes couches de sédiments les unes après les autres, et donc ça veut dire que euh, on a en quelque sorte une archive euh, du, euh, notamment du climat, de l'environnement, on va dire plus généralement. Et l'idée donc de la mission, c'est avec le rover de venir se poser dans la plaine ici et puis de remonter une petite partie de ces différentes strates sédimentaires pour eh bien, venir en quelque sorte lire l'histoire géologique de Mars dans ces couches. Alors par ailleurs, on a aussi des indications d'une certaine diversité minéralogique dans ces strates sédimentaires. Donc c'est l'image que vous avez un petit peu à droite. Alors elle est tirée d'un papier, donc elle est pas, c'est pas une image très pédagogique. Elle est un petit peu chargée. Mais ce qu'il faut comprendre au premier ordre, c'est que les différentes couleurs que vous voyez sur cette image correspondent à à différentes espèces minéralogiques, à différentes espèces minérales, pardon. Donc vous avez, par exemple, en rouge, vous avez de l'hématite qui est un oxyde de fer. En jaune, vous avez de la silice hydratée. Et puis, encore peut-être plus important, vous avez en bleu ce qu'on appelle des phyllosilicates ou des minéraux argileux. Donc ça, ce sont des minéraux qui sont assez importants parce que on sait que ce sont des minéraux qui se forment principalement par altération de roches préexistantes en présence d'eau liquide et en présence, a priori, de quantités assez importantes d'eau liquide. Et donc, vous voyez qu'on en détecte partout où vous avez de la couleur bleue. Et puis par ailleurs, on trouve également des sulfates. Et ces sulfates, ce sont également des minéraux qui se forment par altération, mais plutôt dans un contexte où il va y avoir assez peu d'eau. En fait, ce sont des minéraux souvent évaporétiques. C'est-à-dire que vous avez un volume d'eau, et puis en s'évaporant, eh bien, il va précipiter un certain nombre de minéraux, dont des minéraux sulfatés. Et donc, si vous regardez, alors l'orientation est peut-être pas évidente à comprendre sur cette image, mais en fait,
le sommet de la montagne est vers le bas et la droite de l'image. Donc en fait, ces minéraux argileux sont situés dans des couches qui sont situées plus bas que les sulfates. Et donc ça veut dire que ces minéraux argileux sont plus anciens que les sulfates qui sont par-dessus. Ça, c'est le principe de superposition en géologie. Et donc, ça, ça se traduit en termes voilà, en termes de chronologie. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, c'est cette transition qu'on voit entre des minéraux argileux, entre des roches qui sont dominées par des minéraux argileux et des roches qui sont dominées par des minéraux sulfatés, eh bien, on l'observe de manière plus globale à l'échelle de Mars. Ça, c'est un schéma qui avait été fait dans les milieux des années 2000, à partir d'observations orbitales de Mars. Et donc ces auteurs avaient proposé que la première partie de l'histoire de Mars soit dominée par une altération qui forme des minéraux argileux, et qu'ensuite on ait une période plus sèche où on forme plutôt des sulfates, et puis avant que Mars devienne un désert pour de bon. Donc c'est aussi ça qui fait l'intérêt de ce cratère, c'est que finalement on a l'occasion d'aller voir sur le terrain, un peu comme un géologue de terrain le ferait, sauf qu'on le fait avec un robot, une transition qui semble à la fois avoir des implications pour le climat de Mars, mais qui en plus est pas une transition qu'on observe que à l'échelle de ce cratère isolé, mais qu'on observe à, à l'échelle de Mars entière. Hop, je ne trouvais plus le bouton. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles on a atterri dans ce cratère. Alors maintenant, je vais passer un petit peu en revue le trajet qu'a suivi Curiosity depuis son atterrissage. Alors, je vais revenir très rapidement sur la diapositive précédente. L'objectif, donc je l'ai dit, c'était d'explorer donc le flanc de cette montagne, mais évidemment, c'est pas très pratique d'atterrir sur le flanc d'une montagne, et donc ce qu'on appelle l'ellipse d'atterrissage, c'est-à-dire la zone d'incertitude à l'intérieur de laquelle on va atterrir, avait été placée dans la plaine juste à côté pour assurer un atterrissage en toute sécurité. Donc on a atterri dans cette plaine, donc là, je vous fais faire un peu de gymnastique cérébrale parce que là maintenant le nord est vers le haut de l'image, alors précédemment il était vers le bas. Donc on a atterri, donc ça c'est l'ellipse d'atterrissage, on a atterri pas très loin du centre de cette ellipse, ce qui veut dire que les ingénieurs ont bien fait leur travail de calcul d'incertitude. On a atterri au niveau du point blanc ici. Et je vous montre cette image parce que ce que vous voyez là, ce sont des courbes de niveau, donc ça représente, ce sont des lignes de même altitude. Donc ce que l'on voit en fait, c'est que le rover s'est posé juste au pied de ce que vous avez ici, cette forme en éventail. Vous voyez les courbes de niveau qui forment cette forme caractéristique. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un cône alluvial. Et c'est-à-dire que ce sont des dépôts qui viennent en fait du rempart du cratère qui sont juste ici. Et on ne le voit pas en fait sur cette image qui est coupée un petit peu trop bas ici. Mais en fait, on a une vallée qui incise le rempart du cratère. Et donc, on a eu à un moment donné des sédiments qui étaient probablement déposés par une rivière qui est venue former ce cône alluvial. Et donc, le rover s'est posé juste à l'extrémité de ce cône alluvial. Et donc, on a pu aller analyser ces roches avant de se diriger vers le flanc de la montagne. Donc ça, c'est le trajet complet. Donc c'est à jour, hein, c'est le trajet. Euh, j'ai fait cette capture d'écran aujourd'hui, donc c'est tout à fait à jour. Donc le rover, donc là on retrouve le point où il a atterri. Tout ça, c'est la partie sur la plaine. Alors il a fallu qu'on contourne ce grand champ de dunes ici, qui n'était pas traversable. Donc c'est pour ça qu'on a on a été un petit peu parallèlement à ce champ de dunes pendant un moment. Et puis, depuis à peu près 2014, donc depuis à peu près la zone que je montre ici avec le pointeur, on a atteint les strates qui constituent le mont Sharp, donc la montagne au centre du cratère. Et au total, on a parcouru un tout petit peu plus de 25 km à ce jour.
Alors 25 km, ça peut paraître pas énorme, hein. C'est vrai que si on y pense, c'est quelque chose qu'on peut faire en une journée de randonnée, sans trop de difficulté. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, là je vais faire un petit aparté sur ce qu'on appelle les opérations ou ce qu'on pourrait appeler le pilotage du rover. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le pas de temps, il est de l'ordre de la journée. C'est-à-dire que on pilote pas un rover sur Mars en direct, comme on pourrait piloter une voiture téléguidée, par exemple. Ça, c'est pas possible parce il y a des délais de communication qui sont trop longs et en réalité, ce serait pas efficace. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que on a à chaque fois que le rover se déplace, en fait, il va acquérir une mosaïque, il va avec ses caméras de navigation, il va faire un ensemble d'images de ce qu'il y a autour de lui, ce qui va nous donner le genre de mosaïque que vous avez sur cette diapositive. Et puis donc nous, on va recevoir ça sur Terre, et puis les équipes scientifiques et les équipes d'ingénieurs vont décider ensemble ce que va faire le rover le lendemain. Donc les scientifiques, par exemple, vont dire, bah, nous, ce caillou-là, il nous a l'air très intéressant parce que bah, sa texture sur les images a l'air curieuse ou parce que sa couleur est un peu différente, etc. Bon, sur les images noir et blanc, on peut pas voir la couleur, mais on a d'autres images, bien sûr. Et puis les ingénieurs vont dire, bah, alors avec l'énergie qui est disponible à bord, on a le temps de faire tant d'analyses, etc., etc. Et donc ensemble, les équipes de scientifiques et d'ingénieurs vont construire un plan d'activité. Et ce plan d'activité, en fait, il va couvrir la prochaine journée du rover, ou voire même, si c'est un week-end, ça peut couvrir 2 jours ou 3 jours. Et puis ce plan d'activité, donc il est envoyé au rover directement via les antennes du Deep Space Network de la NASA. Et puis le rover va recevoir ça le matin quand il se réveille. Et puis il va exécuter ce plan durant la journée de manière autonome. Alors parfois il va rencontrer un problème et puis il va s'arrêter s'il pense qu'il y a un dysfonctionnement. Mais sinon il va exécuter ce plan de manière autonome. Et puis si ce plan inclut un nouveau déplacement, eh bien, il va refaire une série d'images et puis il va nous renvoyer ça. Alors cette fois, le retour des données se fait via les orbiteurs martiens. Enfin bon, c'est un détail. Et ensuite, nous, on reçoit sur Terre tout ça le lendemain, et puis on peut recommencer le cycle. Donc, voilà, j'explique ça parce que c'est pas du tout la même chose en fait que quand un géologue est sur le terrain où son temps de réaction est de l'ordre de la seconde. Enfin, s'il repère une roche intéressante, il peut tout de suite aller la voir. Avec le rover, ce fonctionnement en plan d'activité fait que notre temps de réaction au mieux est de l'ordre de la journée. Donc ça explique en partie le faible vitesse apparente de ces véhicules. Alors je l'ai dit, Curiosity a une foreuse sur son bras robotique, donc on a réalisé un certain nombre d'échantillonnages depuis le début de la mission. Donc là, c'est simplement une collection d'images de ces forages. Alors pour l'échelle, elle est indiquée ici, les forages font 1,6 cm de diamètre. Donc si vous avez votre porte-monnaie sous la main, c'est presque exactement le diamètre d'une pièce de 1 centime d'euro. Donc en fait, c'est vraiment des tout petits trous. Et ça descend jusqu'à quelques 4 ou 5 cm de profondeur. Donc c'est des tout petits trous, mais c'est suffisant pour collecter suffisamment de poudre de roche pour ensuite alimenter les instruments. Et à ce jour, donc, on a 31 trous de forage. Et puis, juste pour la petite anecdote, hein, avec l'équipe CamCam, on aime bien faire des analyses avec le laser à l'intérieur de ces trous de forage. Et vous voyez donc les petits points que vous voyez à l'intérieur de ce trou de forage, eh bien, ce sont des points d'impact du laser de CamCam pour pouvoir mesurer la composition chimique, voir comment la composition chimique change entre la surface et quelques centimètres sous la surface. Donc vous imaginez un petit peu la précision hein, de la chose, puisque encore une fois, ce trou fait 1,6 cm de diamètre et on arrive à faire 10 points d'analyse sur le mur de ce petit trou.
Alors, qu'est-ce qu'on a découvert avec Curiosity? J'en viens un petit peu au résultat. Donc, comme je l'ai dit, la mission, en fait, c'est un petit peu découpée en deux parties jusqu'à présent. La première partie, on était dans la plaine ici, et puis la deuxième partie, on était plus sur le flanc de la montagne, le flanc du mont Char. Et une des choses dont on s'est rendu compte, c'est que la nature des roches entre la plaine et le flanc de la montagne est assez différente. Alors dans les deux cas, ce sont des roches sédimentaires, mais sur la plaine, ce sont des roches sédimentaires assez grossières, euh, avec notamment ce type de roche que vous avez là. Donc ça, c'est une image de Curiosity, hein. Ça, c'est un type de roche qu'on appelle un conglomérat, dans lequel vous avez en fait des éléments plus ou moins arrondis euh, qui sont cimentés entre eux. Et ça, c'est un type de roche qui est assez typique de dépôts fluviatiles, c'est-à-dire des dépôts de rivières. Au contraire, quand on est arrivé au niveau du mont Sharp ici, on a vu des roches assez différentes qui ressemblent à ceci, où là, vous avez des roches beaucoup plus fines, c'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas les grains qui constituent cette roche, ils sont tellement petits qu'on n'arrive pas à les résoudre avec la caméra. Et puis par ailleurs, sa forme, c'est très très fines couches que j'espère que vous voyez bien à l'écran, qu'on appelle des lamines, parce que quand c'est très fin, on appelle ça une lamine. Et ça, c'est typique d'un environnement assez différent, d'un environnement beaucoup plus calme, dans lequel les particules très fines vont pouvoir se déposer. Vous savez que si vous avez des particules en suspension dans l'eau, bah, enfin, vous avez par exemple des particules en suspension dans une bouteille d'eau, par exemple, si vous continuez d'agiter votre bouteille d'eau, les particules vont jamais se déposer. Les particules les plus fines vont jamais se déposer. Donc ce type de dépôt très fin, ça indique un environnement calme, et typiquement un environnement calme, eh ben, c'est un lac. Donc ces roches, ce sont des dépôts sédimentaires lacustres. Donc on a une transition entre plutôt des dépôts de rivière dans la partie dans la plaine, et puis des dépôts lacustres sur le flanc de la montagne. Alors donc ça fait depuis 2014 en fait qu'on est dans ces dépôts lacustres, et on a gagné à peu près, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais entre 350 et 400 mètres en altitude. Donc on a traversé, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, ces couches sédimentaires, elles représentent voilà, un petit peu les archives, et donc on a traversé 350 mètres d'archives géologiques de ces dépôts lacustres. Alors une des choses, donc ça c'est une vue en perspective en fait donc d'une partie du trajet de Curiosity. Donc là on va dans cette direction. Donc actuellement on est à peu près ici, on n'est pas encore allé jusqu'au bout de ce trait jaune. Mais donc on a traversé toute cette zone. Et donc là je vais passer un petit peu en revue ce qu'on a découvert le long de ce trajet. Donc une des choses qu'on s'est rendu compte, alors c'est un petit peu de chimie, hein, mais c'est qu'on a une évolution en fait de la composition chimique de nos roches sédimentaires lacustres au fur et à mesure que l'on grimpe dans la stratigraphie. Donc ici, ce graphique-là, en ordonnée, c'est l'altitude, et puis en abscisse, c'est un indicateur chimique qui révèle la perte d'éléments mobiles, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que plus on est à droite, en fait, et plus les roches ont interagi avec de l'eau liquide, ce qui a fait évacuer des éléments très solubles, par exemple le calcium. Donc, ce que l'on se rend compte, c'est que, alors, c'est un peu bruité, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas une variation totalement linéaire, mais on voit que au fur et à mesure que l'on grimpe, on est de plus en plus à droite sur ce graphique, et ça nous indique que on est dans des environnements avec des volumes d'eau de plus en plus importants, ou en tout cas avec une intensité de l'altération de plus en plus importante. Donc ça, c'est un résultat de l'instrument ChemCam, et ce qui est intéressant, c'est que par la même occasion, l'instrument Chemin dont je vous parlais tout à l'heure, donc l'instrument qui mesure la minéralogie, a vu une évolution dans la nature des minéraux argileux. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais on avait au départ des minéraux qui étaient plutôt riches des minéraux argileux plutôt riches en magnésium. Et puis, au fur et à mesure que l'on a grimpé dans la stratigraphie, on a vu une transition vers des minéraux argileux plutôt riches
en fer et en aluminium. Et ça, c'est également le type d'évolution auquel on s'attend quand l'altération est plus poussée. Parce que le magnésium étant plus soluble, en fait, on va perdre ce magnésium et euh, on va plutôt former des argiles alumineuses et ferrifères. Donc voilà le type de résultat qu'on a observé en remontant comme ça dans la stratigraphie. Alors une autre observation intéressante qui a été faite à peu près au niveau de l'endroit où il y a la petite étoile rouge, c'est ce bloc de roche qui fait à peu près, j'ai pas mis d'échelle, mais ça fait à peu près 80 cm de large. Sur ce bloc de roche, vous voyez ce motif assez particulier, vous le reconnaissez peut-être. Ça, c'est un motif qu'on appelle des fentes de dessiccation. C'est-à-dire que là, on a une indication que, en tout cas à cet endroit-là, on a eu un assèchement du sédiment qui a fait craquer. On voit souvent ça par exemple dans les flaques d'eau. S'il n'y a pas plu pendant un moment, les flaques s'assèchent et puis la boue qu'il y a au fond, eh bien, elle se craquelle. Eh bien, c'est exactement la même chose que ce qu'on voit ici. Et donc ça nous indique qu'à un moment donné, notre lac, eh bien, son niveau il s'est peut-être pas complètement asséché puisque on peut avoir de la topographie qui fait que on va assécher un endroit et puis on va toujours avoir de l'eau ailleurs, mais en tout cas, son niveau a dû fluctuer et en ce point particulier, il a fluctué jusqu'à un assèchement complet. Donc ça, c'est un bel exemple de structure sédimentaire qui nous renseigne sur l'évolution de ce lac. Et puis donc ça, c'est juste un exemple pour montrer un exemple sur Terre. Donc en fait, ça, ce sont des fentes de dessiccation fossiles, hein. Donc ça, c'est un exemple sur Terre du même genre de choses daté d'un milliard d'années. Alors ensuite, on a visité cette crête ici, qu'on appelle la Vera Rubin Ridge, en l'honneur de l'astronome Vera Rubin. Alors ça, c'était intéressant parce que cette crête, c'est vraiment un changement de topographie assez important. En fait, là, jusqu'à présent, la pente était relativement régulière, et puis d'un coup, on a ce saut topographique qui fait à peu près 20 mètres de haut, et on se demandait si ça pouvait être lié au fait que, eh bien, on sortait des pôles lacustres et que peut-être on avait un autre type de roche à cet endroit-là. Alors, il s'est avéré que non, hein, malgré le fait qu'on ait ce ressaut topographique. Ça, c'est une image qui fait quelques centimètres ici de large. On a toujours sur cette crête Vera Rubin ces très fines lamines que je vous montrais tout à l'heure, qui sont également caractéristiques d'un environnement lacustre. Donc on a vraiment, on est toujours dans le lac. Donc si vous voulez, avec Curiosity, on est toujours là en train de chercher un petit peu le moment où ce lac va disparaître pour de bon, puisqu'on sait que, évidemment, s'il est plus là aujourd'hui, c'est que le climat s'est asséché au cours du temps. Alors ensuite, on a visité l'unité riche en argile. Donc, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vais le remontrer après, mais c'était l'endroit où les signatures orbitales de minéraux argileux étaient les plus nettes. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est un petit peu plus loin, on est ici. Et ça, c'est une image qui a été prise depuis l'orbite, qui montre le rover il y a quelques jours. Donc, on a des images orbitales de temps en temps de notre rover. Donc, c'est toujours un petit peu émouvant de le voir se déplacer à la surface de Mars. Et donc ici, maintenant, on est sorti de cette unité riche en minéraux argileux. Et comme vous le voyez avec les annotations, là, on est bientôt dans l'unité qui contient des minéraux sulfatés. Donc si je remontre l'image de tout à l'heure, hein, en fait, on est maintenant à peu près là où je mets mon curseur. Donc on est à peu près entre la zone bleutée, on vient de sortir de la zone bleutée, et on arrive dans cette zone avec les couleurs vertes. Et donc on arrive, alors c'est un long trajet, hein, ça fait 9 ans qu'on est là presque. Mais après ce long trajet, on arrive enfin à cette transition minéralogique majeure. Et on va donc maintenant pouvoir étudier cette transition eh bien, avec la vue du terrain, notre robot géologue. Et donc on espère mieux comprendre en fait comment cette transition s'est faite, à quel point elle a été brutale notamment,
et puis voir si ça correspond également à une disparition du lac que l'on a vu jusqu'à présent. Donc voilà un petit peu pour le bilan de Curiosity. Donc, comme je l'ai dit, les observations qu'on a montrent que le climat de Mars, il y a 3,6 milliards d'années, était propice à la présence prolongée d'eau liquide, puisque l'intérieur du cratère très clairement a accueilli un lac, ou peut-être même une succession de lacs, puisqu'il y a pu y avoir des périodes d'assèchement. On a également on a pu confirmer depuis le sol certaines détections minéralogiques qui avaient été faites depuis l'orbite. Donc j'ai parlé de l'hématite ou des minéraux argileux par exemple. Et puis ça, j'en ai pas trop parlé, mais il y a aussi plusieurs échantillons qu'on a prélevés avec le rover dont on a montré qu'ils renfermaient de la matière, enfin des molécules organiques. Alors des molécules organiques, ça veut pas dire des molécules vivantes, ça veut dire des molécules qui contiennent des liaisons carbone-hydrogène. Donc, ce sont des molécules qui sont considérées comme en quelque sorte des ingrédients de base de la vie. Donc ça, c'est assez encourageant pour justement la recherche d'éventuelles biosignatures. Ça veut dire que sans avoir besoin de gratter trop loin sous la surface de Mars, on peut assez rapidement trouver des molécules organiques. Et puis donc, comme je l'ai dit dans les dernières diapos, le rover maintenant a entamé depuis quelques semaines, a entamé une nouvelle étape de sa mission qui est l'exploration de cette transition entre les argiles et les sucres. Alors, je vais passer maintenant à Persévérance, avec le temps qui me reste. Peut-on poser une question sur la première partie Oui, bien sûr. très rapidement parce que ça fait la synthèse avant de voir la nouvelle expérience. Est-ce que ça gêne personne que je pose une question? Bonsoir. Juste une petite question concernant la globalité du cratère. Donc, toute cette étude des roches sédimentaires lacustres, ça paraît assez démonstratif, hein. Mais il y a une chose qui m'interroge, c'est cette fameuse montagne de 5000 mètres d'altitude. A-t-on la moindre idée si c'est une formation tectonique? Parce que là, on remonte à des périodes où l'intérieur de Mars devait être sans doute. Et tout ce qui a été expliqué paraît vraiment excellent, mais ce qui m'interroge, c'est la montagne de 5000 mètres d'altitude en plein milieu de ce cratère. Est-ce que c'est la retombée de roches due à l'impact qui a été fait lors de la création du cratère? Est-ce qu'on sait quelque chose là, sur le plan global? Ouais, alors, en fait, c'est clairement pas tectonique. En fait. Ah, par contre, j'ai un écho. Si vous pouvez juste Je refermer le recoupe, micro. je coupe. Merci. En fait, ce que vous mentionnez, c'est repéré, en fait. C'est-à-dire que on a effectivement, vers le centre du cratère, on a un pic qui correspond, c'est un pic central de cratère. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait classique. On a ça également sur la Lune. Les cratères d'une certaine dimension, simplement par le rebond en fait au moment de l'impact, eh bien ont un pic central. Mais ce pic central dans le cratère Gale, il est bien identifié, il est situé ici. Et la fameuse montagne dont je parle depuis tout à l'heure, Aeolis Mons, clairement déjà a des dimensions qui sont beaucoup plus grande que ce qu'on attendrait pour un pic central, c'est-à-dire en termes des dimensions horizontales, je veux dire. Et puis on voit que ce mont Sharp, il n'est pas du tout centré non plus. Donc le pic central est là où il est, c'est-à-dire au centre, et notre montagne, elle est essentiellement sur la partie nord. Et puis par ailleurs, on a les observations du rover qui nous montrent clairement que la base, ce sont des roches sédimentaires lacustres. Et puis on a quand même des images orbitales que j'ai pas montrées, mais qui sont aussi très résolues et qui nous permettent de dire que l'essentiel sont des roches sédimentaires. Alors vers le haut, il est possible qu'on passe sur des roches sédimentaires qui ne se soient pas déposées dans un milieu aqueux, donc ni par des rivières, ni par un lac. Donc il est fort probable que la partie haute de cette montagne, ce soit des dépôts éoliens.
donc des sédiments qui ont été apportés par le vent. En tout cas, ce sont des dépôts sédimentaires aussi. Merci, Et c'est tout bon. voilà. Merci. Et le pic central est clairement distinct. J'aurais une question également, si c'est possible. Oui, bien sûr. Sur le schéma précédent, vous nous montriez un certain nombre de roches identifiées, silice hydraté, matite, phyllosilicate, sulfate. Comment est-ce c'est une question un peu basique, hein, comment est-ce qu'on peut établir ces éléments de la Terre? Alors, c'est une très bonne question. En fait, ce sont des observations orbitales, donc c'est un satellite autour de Mars, avec un instrument qu'on appelle un spectromètre infrarouge. Donc, en fait, on va observer la, la, la lumière du Soleil qui est renvoyée par la surface de Mars et la décomposer en longueur d'onde. Et en fait, dans l'infrarouge, on va avoir un certain nombre d'absorptions qui vont être caractéristiques de différentes liaisons chimiques. Et à partir de ces liaisons chimiques, on peut faire des interprétations minéralogiques. Euh, donc, euh, par exemple, l'hématite, ça se voit assez bien. Alors, en l'occurrence, c'est plutôt dans le visible ou très proche infrarouge qu'on détecte l'hématite. Alors après, ce qu'il faut garder à l'esprit, en fait, c'est que ce type d'analyse, on va détecter des minéraux qui vont être spectralement dominants, c'est-à-dire dont les absorptions vont être bien détectables, mais ça ne, comment dire, ça ne correspond pas à la totalité de la minéralogie. C'est-à-dire que, on l'a d'ailleurs très bien vu, par exemple, au niveau de la Vera Rubinrigge, qui sort en rouge ici parce qu'on y détecte de l'hématite. Mais l'hématite représente quelques pourcents en masse de la roche. Pour les argiles ici, c'est un peu plus, ça représente à peu près 30% de la masse de la roche. Donc en fait, avec ces instruments de spectroscopie, on détecte le minéral qui va causer des absorptions dans l'infrarouge, mais on n'a pas une vision globale de la minéralogie. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu il faut faire attention aux raccourcis de langage, et je suis sûr que je l'ai fait. C'est vrai que quand on dit en vert, là, ce sont des sulfates, c'est pas des sulfates purs, ce sont des roches qui contiennent des sulfates. D'accord, merci bien. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe à Persévérance? L'autonomie de Curiosity, elle est prévue pour combien d'années encore? Pour- Alors, il y a pas vraiment de date limite en fait. Donc Curiosity, il avait une durée de vie, ce qu'on appelle la mission nominale, c'est-à-dire un petit peu la mission, la durée de garantie, si vous voulez, de 2 années martiennes. On est largement au-delà maintenant, hein. Enfin, pardon, de 2 années terrestres. On est largement au-delà maintenant. Euh, alors après, ce qui se passe en fait, c'est que à chaque fois qu'on arrive au bout d'un cycle, on fait une demande d'extension de mission. Donc c'est pas moi qui gère ça, hein, mais c'est les responsables scientifiques de la mission. Ils font une demande d'extension au, au- tout en haut aux décideurs de la NASA, et la mission est renouvelée à chaque fois pour 2 ou 3 ans. Donc là, la mission actuellement, elle est encore officiellement étendue jusqu'à l'année prochaine, je crois, jusqu'à l'automne 2022. Et donc là, il y a un dossier qui est en train d'être préparé pour justifier de prolonger encore. Après, en termes techniques, la limitation, ça va être l'énergie qui est à bord, mais comme l'alimentation, c'est une pile au plutonium, l'énergie décroît, mais elle décroît de manière assez prédictible. Donc on sait que le rythme va diminuer, mais ça va pas mettre la fin à la mission du jour au lendemain. Donc voilà. Donc pour l'instant, on sait que ça va durer au moins jusqu'à l'an prochain, mais on espère bien que la mission va encore être prolongée au moins de 2 années supplémentaires. L'objectif, c'est d'arriver au sommet. Alors non,
Non, non, clairement, ce sera pas possible d'aller jusqu'au sommet. Ça a d'ailleurs jamais été l'objectif. Le sommet, voilà, il est à 5000 mètres. J'ai dit tout à l'heure, on a fait à peu près 400 mètres verticalement. Donc c'est hors d'atteinte, mais l'objectif c'est d'aller. Alors je sais pas si j'ai encore voilà. L'objectif c'est à peu près d'arriver ici, c'est-à-dire d'être bien au cœur de l'unité à sulfate. Donc déjà si on arrive ici, on pourra Oui. dire mission accomplie. Et on Mais peut- le sommet il est là-bas, c'est inaccessible. et ça permettra de connaître sur un plan géologique suffisamment d'éléments. Ouais, ouais, ouais. En fait, au niveau donc des détections orbitales, en fait, au-dessus d'une certaine altitude, il y a plus rien. Donc, on pense que ce sont des sédiments qui sont, comme je disais tout à l'heure, des sédiments plutôt éoliens, qui sont pas porteurs de minéraux hydratés, enfin de minéraux d'altération. Donc, au niveau de l'histoire de l'eau liquide et des conditions d'habitabilité, etc., la partie haute de la montagne, de toute façon, est beaucoup moins intéressante. Merci beaucoup. Merci. Une question. Oui, Bonsoir. bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé d'analyse isotopique. Oui. Ça consiste en quoi? Alors, les analyses isotopiques, en fait, ça consiste à regarder, à mesurer précisément les différents isotopes d'un même élément. Donc, un isotope, c'est une version de l'atome avec plus ou moins de neutrons. Ah oui, Donc, ok, d'accord. J'avais oublié. et, et donc l'intérêt de faire ça, alors c'est notamment intéressant par exemple pour les mesures atmosphériques, c'est-à-dire qu'on peut, l'instrument SAM dont j'ai parlé tout à l'heure peut ingérer donc directement l'atmosphère martienne, et ça nous permet d'avoir une idée de la quantité d'atmosphère qui a été perdue dans l'espace au cours du temps, parce qu'en fait quand on a ce phénomène d'échappement atmosphérique, les isotopes plus légers vont avoir tendance à s'échapper plus facilement que les isotopes plus lourds. Et donc, sur des grandes périodes de temps, ça fait varier les proportions relatives des différents isotopes. Donc voilà le genre de choses qu'on Ok. peut faire avec ça. Et autre chose, là sur l'image qu'on a sur l'écran, on voit toute l'image avec l'analyse, avec les sols. Telle partie c'est des hématites, telle partie c'est des sulfates. Et comment on a fait? C'est avec le laser qu'on a déterminé ça? Non, non, ça c'est vraiment une image, c'est une image orbitale. C'est-à-dire que avec le rover, on va vraiment couvrir les choses à petite échelle. Alors c'est vrai que là, je n'ai pas insisté sur les échelles, mais ici, là, vous avez l'échelle. La barre blanche, là, fait 2,5 km. Donc ça, c'est une image orbitale. En fait, là, vous avez les empreintes de différentes observations qui ont été faites. Avec le laser, avec le rover, on va vraiment avoir simplement à quelques mètres autour de nous, en fait. Donc ça va vraiment être vraiment le long du trajet. Ça va être plus linéaire. Et c'est vraiment en ça que les deux sont très complémentaires, en fait, parce que autant avec le rover, on va pouvoir faire des analyses très détaillées, comme on en parlait, on va pouvoir faire des analyses isotopiques, on va pouvoir faire de la diffraction X pour avoir la minéralogie, etc. Mais tout ça, on peut le faire que vraiment sur une petite zone là où le rover se déplace. Et alors que les données orbitales nous permettent de... Alors c'est moins précis, hein, les données orbitales, on n'a pas accès par exemple à toute la minéralogie, mais par contre on peut couvrir des zones beaucoup plus grandes. Donc il y a vraiment une synergie là entre les satellites et les rovers. Mais comment, avec une image orbitale, on peut déterminer que dans cette partie, c'est des hydrates, là, c'est des hématites, là, c'est des sulfates? C'est ça qui me... En fait, c'est parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer à la question précédente. En fait, donc on a des images, je vais dire, on a des images classiques, un peu comme des images d'appareil photo, et à côté de ça, on a des images qu'on appelle des images hyperspectrales. C'est un terme un petit peu compliqué pour dire que, en fait, on prend des images dans un très grand nombre de longueurs d'onde différentes. Ah, ok, d'accord. Donc, et en fait, ça permet pour chaque pixel de l'image de reconstituer un spectre d'absorption. Et dans ce spectre, on va avoir on va détecter des absorptions caractéristiques de certains minéraux. Donc voilà, il faut s'imaginer que sur cette zone, pour, euh, pour chaque pixel de l'image, on peut cliquer dessus et avoir un spectre qui nous donne une idée de sa composition. Ok, merci.
Alors passons à Persévérance. Donc on a, là je vous ai mis deux images qui illustrent les deux rovers. Donc évidemment, comme on le voit tout de suite, c'est deux rovers qui sont très proches techniquement l'un de l'autre, hein. Donc Persévérance, c'est vraiment le descendant technologiquement parlant de Curiosity. J'ai un micro qui doit être ouvert. Si vous pouvez vérifier que Écoute, à demain si on ne se parle pas. il y a quelqu'un qui est au téléphone. Pardon, donc je disais oui, donc les deux rovers manifestement, hein, on voit tout de suite qu'ils se ressemblent beaucoup. Donc ils ont à peu près la même carrosserie entre guillemets. Ils ont également la même source d'énergie, hein, donc c'est comme je disais tout à l'heure une pile au plutonium. Et j'utilise également le même système de ce qu'on appelle le système d'entrée, descente et d'atterrissage. Donc c'est ce système un petit peu de science-fiction avec la grue volante qui vient élitreiller le rover à la surface. Donc tout ça est en commun entre les deux rovers, c'est-à-dire qu'évidemment il y a un gros héritage technologique entre les deux. Mais il y a aussi des différences. Alors si je peux repasser les diapos. Ouais, c'est bon. Alors d'abord, il y a comme il y a un certain nombre d'années qui se sont passées entre les deux, et puis on a appris aussi de ce qu'on a fait avec Curiosity. Donc il y a eu un certain nombre d'améliorations techniques. Vous avez peut-être entendu parler que Curiosity avait eu des petits problèmes avec ses roues qui s'abîmaient plus rapidement que ce qu'on avait prévu. Donc elles ont été renforcées sur Persévérance. Les caméras de Persévérance sont un peu meilleures aussi, etc. Plus au niveau de la science, on a une nouvelle charge utile scientifique, c'est-à-dire qu'on n'a pas remis les mêmes instruments sur Perseverance que sur Curiosity. Là, je vais revenir là-dessus juste après. Et puis, il y a aussi d'autres changements. Par exemple, là aussi, je vais en reparler, il y a un drone qui a voyagé avec Persévérance. Et puis, le système de prélèvement d'échantillons est également différent. Donc extérieurement, on a l'impression que c'est les mêmes, mais voilà, c'est vraiment des faux jumeaux parce qu'il y a beaucoup de changements quand même sur Persévérance, même si la base technique est la même. Alors les objectifs aussi sont différents. Alors il y a des points communs, hein, donc bien sûr on va s'intéresser à la géologie, on va s'intéresser à l'astrobiologie. Mais là en fait où Curiosity était vraiment pensé pour être un laboratoire roulant, donc un laboratoire un peu autonome, c'est-à-dire que voilà, on pouvait prélever les échantillons et on avait à bord les instruments qu'il fallait pour faire des analyses assez poussées. Là, la logique sur Persévérance est un peu différente parce que on va s'inscrire dans un projet un peu plus vaste qui est le retour d'échantillons martiens sur Terre. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait et on sait que ce serait vraiment un game changer, comme disent les anglo-saxons. Donc ce serait vraiment quelque chose qui changerait la donne pour notre compréhension de Mars que d'avoir la possibilité d'avoir des échantillons ramenés sur Terre que l'on puisse analyser avec tous les moyens analytiques possibles et imaginables sur Terre. Donc là où Curiosity était voilà, un laboratoire un peu autonome, là la mission est plus pensée pour collecter un certain nombre d'échantillons dans l'idée de les ramener sur Terre plus tard. Donc voilà un petit peu la différence de philosophie entre les deux missions. Alors le site d'atterrissage également n'est pas le même, hein, on n'a pas réatterri au même endroit, ce qui n'a pas forcément été exclu nécessairement, mais bon, on a décidé d'atterrir ailleurs. Et donc le site d'atterrissage de Persévérance, alors j'ai pas mis une carte globale de Mars, mais c'est situé assez loin, c'est à 3700 km de Curiosity, donc les deux ne vont pas se rencontrer. Et le site d'atterrissage, c'est également un cratère. Donc on aime bien atterrir dans les cratères parce que c'est souvent les cratères, ça constitue des réceptacles pour les sédiments, donc c'est assez logique de se poser dedans. Mais ici, donc on est dans le cratère qui s'appelle J0 ici et qui est en bordure d'un bassin d'impact très grand qui s'appelle le bassin d'Isidis. Et c'est également à proximité de la région de Syrtis Major que les observateurs de Mars connaissent, puisque c'est une région qui est facilement identifiable au télescope. Et donc le cratère G0 est quelque part là entre les deux.
Donc c'est un cratère qui est à peu près 3 fois plus petit que le cratère Gale dans lequel Curiosity a atterri, hein, puisqu'il fait 49 km de diamètre. Et c'est un cratère également, donc ça c'est un autre point commun entre les deux missions, qui a accueilli un lac par le passé. On le sait parce que on voit une vallée qui entre ici dans le cratère, et puis on voit même une vallée qui en ressort. Donc a priori ça veut dire que le cratère à un moment donné a été complètement rempli d'eau, et cette eau a fini par éroder l'autre côté du cratère pour former une vallée sortante. Et puis vous avez également ici ce magnifique delta. Donc ça, ce sont des dépôts deltaïques. C'est typiquement ce qu'on peut voir à l'embouchure de certaines rivières sur Terre, comme le Mississippi ou le Nil, par exemple. Donc tout ça nous indique que ce cratère est également un ancien lac. Alors il est un tout petit peu plus ancien que le cratère Gale, hein. Il s'est formé il y a à peu près 3,8, 3,9 milliards d'années. Alors ça, c'est donc une image qui a été prise pendant l'atterrissage de Persévérance, donc c'était il y a 3 mois, hein, c'était le 18 février dernier. Donc ça, c'est une image prise par une caméra donc, qui est sous le rover, qui regarde vers le bas. Donc on reconnaît la forme circulaire du site d'atterrissage, enfin du cratère J0. Et puis vous avez ici un objet artificiel, c'est en fait le bouclier thermique qui protégeait le rover pendant la première partie de sa descente dans l'atmosphère, qui a été largué quelques secondes avant que cette image soit prise et qui est en train là de tomber vers la surface. Alors, ce qu'on n'avait pas sur Curiosity, c'était des images justement de l'atterrissage prise pendant l'atterrissage lui-même. Donc ça, c'est une véritable image prise par Persévérance, enfin plutôt par son étage de descente. Donc il regarde le rover dont on voit le mât là, qui est encore en position repliée. Et donc le rover là est en train de descendre le long de ces 3 câbles que vous voyez. Il est en train d'être élitreillé littéralement, et puis vous voyez derrière la surface martienne avec la poussière qui est en train d'être envoyée dans tous les sens par les rétrofusées. Et puis ça, l'image là en haut à gauche, c'est un petit peu l'image en miroir avec c'est une caméra sur le rover qui regarde vers le haut et qui regarde l'étage de descente qui est un petit peu suspendu dans les airs et qui est en train d'élitreiller le rover. Donc c'est des images assez incroyables. Et bon, moi j'ai suivi ça en spectateur, hein, mais c'est vrai que c'est forcément un moment un peu stressant parce que c'est c'est une des étapes les plus délicates de la mission. Mais en tout cas, voilà, le rover a atterri en un seul morceau, on est très content. Et donc il est depuis 3 mois à la surface de Mars. Alors où est-ce qu'on a atterri exactement? Donc comme pour Persévérance, il y avait une ellipse d'atterrissage, donc on ne savait pas exactement où on allait se poser. Donc le rover s'est posé ici au niveau du point blanc. Donc on est un peu à l'est du delta. Donc on est plutôt dans la partie fond du cratère. Et donc ce qui est pas plus mal, parce que si on avait atterri, pardon, je vais boire un petit peu d'eau. Si on avait atterri directement sur le delta, on aurait été tenté d'aller directement vers l'ouest et on n'aurait peut-être pas vu le fond du cratère, donc c'est peut-être pas plus mal qu'on soit atterri ici. Alors qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 mois? En fait, il y a une bonne partie du temps qui a été consacrée au drone dont je parlais tout à l'heure, hein. Alors les Américains préfèrent appeler ça un hélicoptère, ça fait un peu plus impressionnant. Mais voilà, en tout cas, il s'appelle Ingenuity. Et ce drone, il a déjà volé 5 fois dans l'atmosphère de Mars. Et donc là, vous avez une image prise par Persévérance d'un de ces vols. Donc là, le drone est à peu près à 5 mètres d'altitude. Et donc ça, c'est une partie purement démonstration technologique, en fait, hein. Il n'y a pas d'instrument scientifique à part des caméras à bord de ce petit hélicoptère. Mais c'est pour démontrer tout simplement que l'on peut voler dans l'atmosphère de Mars, qu'on n'avait jamais fait jusqu'à présent, sachant que l'atmosphère de Mars est beaucoup moins dense que celle de la Terre, hein. La pression à la surface de Mars, c'est quelques millibars, alors que sur Terre, la pression moyenne, c'est 1000 millibars. Donc l'atmosphère est beaucoup moins dense, donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir de la portance. Mais voilà, avec ce petit véhicule, la NASA a montré que c'était possible et ça ouvre des portes pour des futures missions où on aura peut-être plus seulement des engins roulants
comme Perseverance et Curiosity, mais aussi des objets volants pour accéder à des zones peut-être plus escarpées. Alors ça, c'est justement une image prise par l'hélicoptère pendant un de ses vols, et si vous regardez tout en haut à gauche ici, là on voit le rover Perseverance qui est dans le champ de vue. Donc ça, c'est une image assez sympathique. Alors, moi, je suis plutôt côté science, donc on va parler quand même un petit peu de la science de Persévérance. Donc, comme je l'ai dit, la charge utile scientifique, elle est nouvelle hein, par rapport à Curiosity. Donc, même si là, on retrouve l'architecture générale, hein, encore une fois, avec ce bras robotique, mais les instruments qui sont sur le bras sont différents. Les instruments qui sont à l'intérieur du rover, tout est à peu près différent. Par exemple, on a un géoradar maintenant à l'arrière du rover, ce qu'il n'y avait pas non plus sur Curiosity. Et puis on a un remplaçant en fait, enfin pas un remplaçant, mais un successeur, je veux dire, de ChemCam, alors qui s'appelle plus ChemCam, qui s'appelle SuperCam, mais qui est également, enfin qui rassemble la même équipe, donc le Los Alamos National Laboratory et puis le CNES côté français. Et donc cet instrument SuperCam, il prend la place de là où se trouvait ChemCam sur Curiosity. Alors toutefois, c'est pas non plus un copier-coller, c'est pas non plus un jumeau de ChemCam, c'est pour ça qu'il a changé de nom. En fait, cet instrument, il fait la même chose que ChemCam, mais avec des choses en plus. Donc là, vous avez une vue d'artiste de l'instrument en fonctionnement. Donc le principe reste le même. On a un télescope avec lequel on va focaliser le laser sur les roches martiennes alentour. Mais déjà, vous voyez sur la vue d'artiste que là, on l'a représenté avec deux couleurs différentes. Il y a une couleur rouge et une couleur verte. Alors, en fait, c'est parce on n'a plus un laser, mais deux. On a un laser infrarouge et un laser vert. Alors, les deux fonctionnent pas en même temps, c'est juste pour la vue d'artiste. Mais en tout cas, ça permet de faire des analyses supplémentaires. Donc en fait, SuperCam, c'est un ensemble de 5 techniques d'analyse des roches. Donc bon, d'abord, on a le télescope qui peut faire des images très détaillées de la surface des roches. Donc ça, ChemCam pouvait le faire aussi, même si là, on a l'ajout de la couleur cette fois. On retrouve l'analyse en composition chimique. Donc ça, c'est également ce que faisait ChemCam avec son laser infrarouge. Donc encore une fois, on a un spectre avec différentes raies d'émission qui représentent les différents éléments chimiques, donc le fer, le silicium, le magnésium, etc. Et puis en complément, on va avoir deux autres techniques de spectroscopie. On va avoir la spectroscopie Raman, donc donc elle utilise le laser vert, et donc là on va venir exciter en fait des liaisons chimiques. On va venir faire vibrer des liaisons chimiques et on va pouvoir les détecter de cette façon. Et puis on a en complément également la spectroscopie de réflectance. Donc là, c'est un petit peu le même principe que ce que j'expliquais pour les observations orbitales. Donc c'est-à-dire que là, on n'utilise pas de laser, la source de lumière, c'est le Soleil, et on regarde simplement comment les roches renvoient ou absorbent cette lumière solaire en fonction de la longueur d'onde, et on va pouvoir détecter des absorptions qui vont être caractéristiques de certains minéraux. Donc c'est-à-dire que par rapport à ChemCam où l'instrument donnait la composition chimique, là on va avoir également une idée de la minéralogie, c'est-à-dire la façon dont les éléments chimiques sont assemblés entre eux. Et puis pour finir, on a une cinquième technique qui est représentée par le petit bouton record là au milieu. C'est un microphone qui est associé à SuperCam. Ce microphone, il va permettre d'enregistrer à peu près tous les sons, tout ce qu'on veut. On a par exemple enregistré un des vols de l'hélicoptère. Mais d'un point de vue scientifique, il sert principalement à enregistrer en fait les impacts du laser à la surface des roches. Pourquoi? Parce que en fait, en fonction des propriétés des roches, notamment leur dureté, eh en fait, le laser fait pas tout à fait le même bruit. En fait, le petit impact du laser ouais, le son est un peu différent. Et donc ce microphone, il va nous renseigner sur la dureté des roches martiennes et voilà, va permettre de comparer la dureté des différentes roches qu'on va rencontrer le long du trajet.
Donc, vous voyez que même si extérieurement, là encore une fois, l'instrument a l'air d'être exactement le même, on voit qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Et donc là, on a maintenant cinq techniques d'analyse en parallèle. Alors, pour finir, je vais montrer quelques observations qu'on a faites depuis qu'on est arrivé sur Mars. Donc, une des premières choses en fait qu'on a faites, et que c'est ce qui se fait dans la plupart des missions, hein, c'est qu'on a observé nos cibles de calibration. Donc là, en fait, les images rondes comme ça, ce sont des images prises par le télescope de SuperCam. On peut les reconnaître facilement à cette forme ronde. Et donc cette plaque qui fait quelques centimètres de large, elle est disposée en fait à l'arrière du rover, et elle porte sur elle des cibles qu'on y a mises, qu'on y a fixées. Et ces cibles, en fait, on en connaît très bien les propriétés, soit les propriétés optiques, soit les propriétés chimiques et minéralogiques. Et en fait, elles nous servent à vérifier que l'instrument fonctionne bien. Et donc, c'est important après le trajet vers Mars. Et puis une fois qu'on est sur Mars, vraiment dans les conditions de température, etc. de Mars, de vérifier que l'instrument fonctionne comme on s'attend à ce qu'il fonctionne. Donc c'est pas forcément la partie qu'on montre le plus au grand public, mais c'est en tout cas dans les premiers jours, premières semaines de la mission, c'est quelque chose de très important d'observer ces cibles de calibration. Alors bien sûr, on n'a pas observé que les cibles de calibration, on a observé des cailloux martiens aussi. Donc là, un exemple avec là, vous avez une image des caméras de navigation du rover, donc on reconnaît l'ombre du mât ici. Et puis donc ça, c'est une des roches qu'on a, donc vous voyez un peu le type de paysage qu'on a autour de nous. Et donc on a sélectionné cette roche pour analyse. Et donc là, vous avez l'image prise par le télescope de SuperCam avec ici l'échelle de 2 cm. Donc vous voyez, ça permet d'obtenir des images extrêmement détaillées. Et puis, en complément de cette image, on a des informations spectroscopiques, comme je disais, qui nous permettent d'étudier la composition de cette roche. Alors ça, c'est une autre image qui montre une des analyses de SuperCam. Alors l'image elle-même n'est pas prise par SuperCam, elle est prise par une caméra qui est au bout du bras. Mais par contre, vous voyez sur cette surface rocheuse, vous voyez des petits trous ici. Et ça, ce sont les impacts du laser de SuperCam. Donc on a réalisé une analyse chimique de cette roche. Et au passage, ça permet d'illustrer un des avantages de la technique qu'emploie SuperCam, et c'est aussi vrai pour CamCam d'ailleurs, c'est que on a en fait après quelques tirs laser, en fait, on dégage très vite la poussière qui a tendance à recouvrir un petit peu tout sur Mars. Et donc, ça nous permet d'avoir des analyses chimiques qui sont très bonnes parce qu'elles ne sont pas polluées entre guillemets par la poussière. Et puis accessoirement, ça permet de révéler également la texture et la couleur des roches. Donc c'est en plus de toutes les données scientifiques qu'on collecte avec SuperCam, on a ce petit bonus qui est qu'il sert en même temps à déblayer la poussière, cet instrument. Voilà, et puis on n'est pas non plus limité en tout cas pour ce qui est de l'imagerie, on n'est pas limité à ce qu'il y a immédiatement autour du rover, hein. On peut faire des images à grande distance. Donc là, par exemple, c'est une butte qui est située à 2,5 km du rover, et qu'on a photographié avec le télescope de SuperCam, notamment parce qu'on voulait savoir si ça pouvait être une butte qui était anciennement rattachée au delta de J0. Et donc vous voyez le type de détail qu'on peut obtenir à une distance de 2,5 km avec toutes ces magnifiques structures sédimentaires qu'on est en train de regarder de près. Donc je reviens sur cette image, hein. Donc par exemple, parmi les questions qu'on se pose en ce moment, hein, c'est donc là je parlais de la butte dont je parlais, elle est située ici. Et donc une des questions qu'on se pose, c'est à quel point le delta était plus étendu il y a 3,8 milliards d'années. Et on pense donc que cette butte ici est en fait un résidu de l'érosion. Et donc il est probable que le delta, son étendue actuelle, ne soit pas représentatif de ce qu'elle était par le passé. Et donc, on est en train de regarder si on peut déterminer jusqu'à où s'étendait ce delta.
Et puis par ailleurs, les roches du fond du cratère, une des questions fondamentales qu'on est en train d'essayer de résoudre, c'est est-ce que ces roches, ce sont des roches lacustres, un petit peu comme celles qu'on a vues avec Curiosity dans le cratère Gale, ou est-ce que ce sont des roches peut-être plus tardives, des roches peut-être volcaniques qui seraient venues se déposer dans le cratère après l'époque du lac. Donc ça fait partie des questions qu'on essaie de résoudre, notamment avec les analyses de supercaves. Et puis, donc là, juste pour conclure, je vais plus m'étendre puisque je vois que ça fait 1h15 maintenant qu'on discute. Donc là, voilà, c'est le trajet du rover jusqu'à présent. Alors, évidemment, c'est beaucoup moins spectaculaire que Curiosity puisque ça fait que 3 mois qu'on est là. Et puis, par ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait beaucoup de surplace puisque pendant toute la phase de test de l'hélicoptère, en fait, le rover s'est mis à un point d'observation et on n'a presque pas bougé pendant ces vols de l'hélicoptère. Donc là, je crois qu'on en est à 350 mètres parcourus. Donc on n'est vraiment pas allé très loin pour l'instant. Mais ça va venir, hein, ça va venir. Donc la mission nominale, elle est de 2 ans. Et au bout de ces 2 ans, on espère arriver à la sortie du cratère. Donc là, c'est notre position actuelle ici tout à l'est. On ne sait pas encore vraiment si on va aller au nord ou au sud. Cette zone qui est là, il faut qu'on la contourne parce qu'elle n'est pas très praticable. Donc on est encore en train de réfléchir si on va aller vers le nord ou vers le sud. Et ensuite, l'idée, donc, c'est de grimper sur ce delta. Et puis, au bout d'ici environ 2 ans, d'être à la sortie du cratère. Donc là, vous avez le rempart, hein, du cratère. Et là, vous avez en fait la vallée par laquelle l'eau entrait à l'époque du lac. Et donc, c'est par là que nous, on va sortir de ce cratère. Et puis, donc, tout au long comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, un des objectifs majeurs de cette mission, c'est de collecter des échantillons en vue de les ramener sur Terre dans le futur. Donc, en fait, Perseverance, il s'inscrit dans ce projet plus vaste qui s'appelle le Mars Sample Return, qui est en fait une coopération entre la NASA et l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Donc là, pour l'instant, on en est à l'étape 1, qui est représentée ici par la première fusée. Donc, Perseverance est sur Mars. On va commencer à collecter des échantillons, et puis d'ici quelques années, on aura une deuxième mission qui va partir, sur laquelle il y aura un autre rover, alors qui sera plus petit, hein, qui aura simplement pour mission de collecter les petits tubes les petits tubes d'échantillons que Perseverance va laisser derrière lui. Et puis il viendra les placer dans une fusée qui décollera de la surface de Mars pour se mettre sur orbite. Et puis les échantillons seront collectés par une sonde spatiale, un orbiteur, qui fera ensuite le trajet retour vers la Terre. Et donc si tout va bien, s'il n'y a pas trop d'accro techniques et que les financements suivent, on espère avoir ces échantillons de retour en 2031 sur Terre, où ils seront stockés dans un établissement spécialisé. Voilà, donc je vais peut-être m'arrêter là. Voilà, donc j'ai terminé de ce ma dernière diapositive. Et donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis si vous voulez suivre un peu l'actualité martienne, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous aimez les réseaux sociaux. Voilà, merci à tous. Merci Erdine. C'est fascinant. Merci. Oh là là. J'ai une question immédiate, je la pose avant que les autres posent des questions ou pas? C'est possible? Vas-y Jean-Pierre. Alors voilà, Erwin, si je vous amène à la montagne, on part tous les deux à la montagne, vous avez votre petit marteau, je suis convaincu que vous allez pouvoir, en regardant des roches et peut-être en cassant un morceau de roche, me dire des tas de choses scientifiques sur la composition des roches, etc. Ça, puisque vous êtes géologue. C'est vrai, hein? Donc, vous êtes familier avec la structure et puis vous savez reconnaître les différentes roches. Alors, quand vous avez regardé tous ces documents, alors que ce soit des documents photographiques ou des données techniques, est-ce qu'il vous est arrivé de trouver des roches et des structures que vous n'imaginiez pas et que vous ne savez pas identifier? En d'autres termes, c'est sur le morphisme au niveau de l'univers.
est-ce qu'on peut imaginer que sur des planètes telluriques, on va trouver des structures qui ne sont pas existantes déjà sur Terre? Ça, c'est ma première question. La deuxième, rapidement, c'est sur le magnétisme. Vous n'avez pas beaucoup parlé des magnétismes. J'imagine qu'il y a des détecteurs dans les rovers qui ont été envoyés. Et ça nous raconte peut-être aussi l'histoire de la disparition de l'eau sur Mars, du champ magnétique sur Mars qui doit être résiduel. Est-ce qu'on a détecté des roches magnétiques? Enfin, voilà, c'est Alors, les deux sujets qui m'intéressent. ouais, alors sur les rovers, non, il n'y a pas de mesures magnétiques qui sont faites. Il y en a une il y a un magnétomètre sur la sonde InSight, donc qui est l'atterrisseur avec le sismomètre CEIS, dont vous avez peut-être entendu parler. Mais sur le rover, il n'y a pas de mesure magnétique, non. Sur l'autre partie de la question, est-ce qu'il y a des structures ou des types de roches qu'on trouverait sur Mars et qui n'existeraient pas sur Terre? Je dirais que fondamentalement, pas vraiment. C'est-à-dire que les roches qu'on trouve sur Mars, les grands types de roches qu'on trouve sur Mars, les roches sédimentaires lacustres, les basaltes, etc., ce sont des roches qu'on trouve sur Terre, encore une fois, en termes de grands types de roches. Après, il y a des différences. Par exemple, on sait que le manteau martien est enrichi en fer par rapport au manteau de la Terre. Et donc, typiquement, la plupart des roches dont on va mesurer la composition chimique sur Mars vont avoir des teneurs en fer qui vont être plus importantes que les teneurs typiques qu'on a sur Terre. Et ça, Une c'est explication pour ça? Il y a une raison, cette surabondance d'oxyde de fer et tout? Oui, alors c'est une question d'oxydation du manteau. Oui. C'est-à-dire que le manteau de Mars est plus oxydé que celui de la Terre. Et donc, ça veut dire que le fer qui a oxydé, pardon, j'ai un écho, c'est difficile de répondre. Le fer sous forme oxydée, en fait, n'incorpore pas le noyau au moment de la formation de la planète. Et donc, proportionnellement, le noyau de Mars est plus petit, et donc son manteau est enrichi en fer. Et donc, les roches magmatiques qui sont issues de la fusion partielle du manteau sont, de fait, comme la source est plus enrichie en fer, sont à leur tour plus enrichies en fer. C'est lié à la disparition, cette histoire de différence de noyau entre la Terre et Mars, c'est aussi lié sans doute à des affaires. Pourquoi Mars aurait perdu son champ magnétique plus tôt que dans les tout débuts, quoi. Mais parce que ça rejoint ce que vous avez raconté sur l'histoire d'avoir des lacs et des surfaces d'eau très importantes. Ça veut dire qu'à l'époque où il y avait de l'eau encore, il y avait encore le champ magnétique. Alors, c'est quelque chose qui est débattu, c'est-à-dire qu'on essaye de placer la disparition du champ magnétique dans l'histoire de Mars. Il est possible que ce soit un événement quand même très, très précoce et que l'environnement martien, en tout cas l'environnement, on va dire, relativement hospitalier avec les lacs, etc., ait perduré au-delà, et perdurer plus longtemps après la disparition du champ magnétique. C'est-à-dire que quand le champ magnétique disparaît, alors déjà on se doute que c'est pas un événement, on va dire, c'est pas un événement hyper brutal, ça s'étend probablement sur une certaine durée. Et ensuite, une fois ce champ magnétique global disparu, on n'a pas immédiatement un basculement dans un environnement désertique. Ça prend du temps et possiblement ça peut prendre plusieurs centaines de millions d'années. Donc on sait que c'est un événement majeur qui a guidé l'évolution de la surface de Mars, mais c'est pas non plus quelque chose qui se fait hyper brutalement, et donc on peut avoir une persistance des conditions, on va dire relativement habitables. Bon, c'est un terme qui est un peu chargé, mais hospitalière, on va dire, clémente, au-delà de la disparition de ce champ magnétique. Bonsoir, de nouveau. Double question. Comment arrive-t-on à déterminer l'âge du cratère et l'âge du delta sur lequel le deuxième rover s'est posé?
Alors c'est une excellente question. Les âges sur Mars, c'est quelque chose qui est pas trivial. En fait, on se base sur une méthode qui est le comptage des densités de cratères. C'est-à-dire qu'on part du principe que une surface, par exemple une coulée de lave fraîche, elle va avoir 0 cratère à sa surface. Et puis, plus elle va rester exposée au flux d'impact, et plus elle va se couvrir de cratères, jusqu'à arriver à une saturation en nombre de cratères, comme on peut voir sur certaines régions de la Lune qui sont complètement criblées de cratères. Et justement, en se servant des relations qu'on a pu établir sur la Lune entre les densités des cratères sur la Lune et les âges qui ont été déterminés à partir des échantillons qui ont été ramenés par notamment les missions Apollo, on a pu établir le même type, par extrapolation, le même type de relation sur Mars. Et donc, Ok. en comptant le nombre de cratères par unité de surface, on a une idée de l'âge. Alors, c'est quelque chose qui est, là, quand on l'explique comme ça paraît relativement simple. Il y a énormément de facteurs de complications, parce que sur Mars, par exemple, il y a eu de l'érosion, alors que sur la Lune, il y en a eu très peu. Euh, donc les âges martiens, faut toujours les prendre un petit peu avec des pincettes. Euh, mais disons ils sont utiles parce qu'ils nous permettent déjà de dater les choses de manière relative et puis d'avoir quand même une assez bonne idée de où on se situe euh, par rapport à la même période sur Terre. Donc quand je dis voilà 3,6 milliards d'années ou 3,8, ça permet d'avoir une idée de là où on était la Terre à la même époque, même si la barre d'erreur est sans doute assez grande, de l'ordre de peut-être de 100 millions d'années ou quelque chose comme ça. Donc c'est des âges qui seront justement sans doute, on espère pouvoir les affiner justement en ramenant des échantillons enfin pas avec Persévérance directement, mais avec le Mars Sample Return, parce que pour la première fois, on va avoir des échantillons martiens en laboratoire, on va pouvoir faire des datations radiométriques et on saura précisément d'où viennent ces échantillons à la surface de Mars. Et merci beaucoup pour ces explications et cette conférence. Merci à vous. Bonsoir, une question. Est-ce qu'on sait à peu près la période où l'eau est partie sur Mars? Alors, ça dépend ce qu'on appelle enfin, ça dépend ce qu'on appelle disparition de l'eau. En fait, on sait que euh, la, on sait que la période où l'eau a pu être présente de manière, on va dire, pérenne à la surface de Mars, former des lacs, voilà, avoir un cycle de l'eau sur des grandes échelles de temps, c'est essentiellement dans ce qu'on appelle le Noachien, c'est-à-dire la période la plus ancienne de Mars, et un petit peu après. Donc, par exemple, le cratère dans lequel se trouve Curiosity, dont j'ai parlé dans la première partie, on pense que il représente à peu près la fin de cette période. Donc, on va dire jusqu'à à peu près 3,6 milliards d'années. D'accord. Alors, c'est pour les raisons que je viens d'évoquer au niveau des datations par les cratères et tout, on peut pas être très très précis à ce niveau-là. Mais disons que c'est l'ordre d'idée. Par contre, on sait que par la suite, l'eau n'a pas totalement disparu. Elle a été présente de manière ponctuelle. D'accord. Parce que l'eau est encore en fait présente à la surface de Mars, mais sous forme de glace et également sous forme de vapeur dans l'atmosphère. Donc s'il y a de la glace, ça veut dire que par exemple quand on a un impact météoritique, on va pouvoir faire de manière très temporaire, on va pouvoir faire de l'eau liquide. Euh, D'accord. donc l'eau liquide a pu persister de manière ponctuelle jusqu'à un passé assez récent. Par contre, les conditions, on va dire, de présence pérenne de l'eau liquide avec, encore une fois, un cycle hydrologique actif, etc., ça s'est terminé vers 3,5, 3,6 milliards d'années. D'accord. Merci. Très, très loin dans le passé. Et c'est pour ça que ces terrains sont toujours accessibles, si je peux ajouter ça. Parce que c'est vraiment parce que Mars est aujourd'hui une planète qui tourne au ralenti. Il se passe plus grand-chose aujourd'hui sur Mars. C'est pour ça que ce delta, par exemple, qui s'est formé il y a 3,8 milliards d'années, il est toujours là, même s'il a sans doute été en partie érodé, comme je le disais.
Parce qu'il n'y a pas eu ensuite d'autres rivières, d'autres événements qui sont venus l'effacer, comme ça aurait été le cas sur Terre. D'accord. Très bien. Pardon, quand vous dites 3,8 milliards d'années, si on dit que Mars, il a 80, la planète a 4,6 milliards d'années, ça veut dire moins 3,8 milliards d'années, c'est ça? C'est 3,8 milliards d'années dans le passé à partir d'aujourd'hui. Ah, voilà, d'accord, merci. Est-ce que vous pouvez excusez-moi, bon, j'aurais une question concernant l'envoi des échantillons à partir des échantillons recueillis par Persévérance, l'envoi par fusée. Vous avez dit qu'elle serait captée par un satellite. J'ai pas bien suivi la façon dont on va récupérer ces échantillons par l'envoi de la fusée. Ouais, je suis allé un peu vite parce que c'était la fin, mais oui, effectivement, en fait, ça se fait en 2 étapes. Donc, on a en fait cette mission-là qui est au milieu, qui va atterrir sur Mars. Et donc, sur cet atterrisseur, on aura à la fois ce rover qui va aller rechercher les tubes, et on va avoir une fusée qui sera pas une grosse fusée, hein, parce que bon, la charge utile sera de faible masse, et puis la gravité martienne est plus faible. Mais donc voilà, une fusée qui va décoller de la surface, et donc les échantillons, ils seront là au bout dans une espèce dans un container qui fera la taille à peu près d'un ballon de basket. Et donc cette fusée, son rôle, ce sera de mettre ce ballon de basket sur orbite autour de Mars. Une fois que les échantillons sont autour de Mars, il y a donc ce satellite qui sera lancé à peu près en même temps que le reste, qui va devoir le retrouver et venir le récupérer. Alors, dans les détails, je sais pas exactement je sais pas exactement comment est-ce que va se faire la récupération, enfin le moment de la récupération. Je sais pas s'il y aura un bras qui va venir attraper, ou est-ce qu'il y a une sorte de porte qui va s'ouvrir, et puis je pense que c'est pas encore de toute façon totalement défini. On est encore dans les stades de conception de toutes ces choses-là. Mais voilà, donc il y aura un rendez-vous orbital autour de Mars pour récupérer cette espèce de ballon de basket. Puis une fois qu'il est à bord, et bien la sonde attend une fenêtre favorable pour revenir vers la Terre. Autrement dit, il y aura un satellite conçu spécialement pour récupérer cette fusée en orbite. Ouais, ouais, tout à fait. Ce système qui va se mettre en orbite à partir de la fusée. Ouais. Et cette sonde, elle est sous la responsabilité de l'Agence spatiale européenne. Ah bon, c'est l'ESA qui va manager cette récupération. D'accord. Oui, c'est encore un bel espoir à venir. Ouais, alors on espère que ça va se faire dans les temps. Au plus tôt, ce sera 2031. Bon, mais ça veut dire pour que ça revienne en 2031, ça veut dire que cette mission-là doit partir en 2026. Donc s'il rate la fenêtre de 2026, ça repousse de 2 ans. Oui, il peut y avoir encore des aléas au niveau des dates et des financements. Oui, et puis des aléas techniques, parce que en fait tout ça on l'a jamais fait, on n'a jamais fait redécoller quoi que ce soit de la surface de Mars, donc il faut vraiment que le système soit très robuste, c'est-à-dire que voilà, autant sur Terre, quand la fusée Ariane doit décoller et qu'il y a un petit pépin, il y a un capteur qui marche pas, ou quelque chose comme ça, bon bah on a toujours la possibilité d'aller remplacer le composant qui va pas. Là, il faut vraiment que le système soit robuste pour que, parce que évidemment, on pourra pas intervenir une fois qu'il sera sur place. Et puis surtout, donc les échantillons qu'on aura mis à bord, ils seront le fruit d'un très long travail, parce qu'avec le rover Perseverance, donc on va analyser les roches qu'on trouve le long de notre trajet, etc. Il va sûrement y avoir beaucoup de discussions autour des échantillons qu'on doit prélever. Et une fois que c'est fait, si le système ne fonctionne pas, ça veut dire que ces échantillons ils sont perdus, et il faut tout recommencer à zéro. Donc il y aura une grosse pression pour que ça fonctionne.
Mais il va y avoir plusieurs échantillons déposés à plusieurs endroits, non? Alors, a Il y priori, aura un choix à faire aussi. ouais, a priori, en fait, il y aura deux dépôts. C'est-à-dire qu'on va faire un premier dépôt d'échantillons euh, le plus tôt possible, c'est-à-dire peut-être une fois qu'on sort du cratère, comme j'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, avec les tubes qui restent à bord, le Persévérance va poursuivre sa mission et on va collecter davantage d'échantillons et on formera un deuxième dépôt plus tard. Mais dans tous les cas, le- la mission de récupération des échantillons, il faudra qu'elle choisisse lequel des deux dépôts elle va venir chercher. Ah oui, c'est ça. Donc elle va se poser à proximité d'un des deux dépôts, elle va récupérer les échantillons et le deuxième dépôt ne servira pas. Moins de refaire encore une mission plus tard, mais a priori D'accord. c'est pas le projet. On parle en grammes ou on parle en kilos? Alors question. Les échantillons, alors les tubes, c'est des tubes qui tiennent dans la main, donc ça fait à peu près quelques centimètres de long. Donc les échantillons individuellement, ils doivent faire, je dirais, quelques grammes, et on va a priori en ramener une trentaine. Donc ça fera pas du kilogramme, non. Ça fera Mhm. alors peut-être avec tout le système qu'il y a autour, mais en termes de masse de roche, ça fera pas du kilogramme, ça fera peut-être quelques dizaines de grammes, centaines maximum. Mais Comme pour les astéroïdes, quoi. ouais. Ah, et encore, je pense que avec par exemple la mission Osiris-Rex, là, je crois qu'ils en ont récolté pas mal, hein. Ils ont récolté du kilogramme, je pense. Ah ouais. Ouais. Ils savent pas parce qu'ils ont pas pu mesurer, mais d'après le volume qu'ils ont vu, je crois qu'ils ont de l'ordre du kilogramme. On aura peut-être un peu moins que ça. Mais par contre, on aura plus de diversité parce que là où sur les astéroïdes ils prélèvent en un ou deux endroits, là on aura vraiment des choses tout le long du trajet. Donc c'est pas tout à fait comparable les deux. Mais ce sera un bond en avant aussi Est-ce que, pour la définition des roches. Ah, ça risque d'être un bond en avant pour tout, en fait, parce que même si on a des instruments dont on est très content dans du rover, il y a tellement plus de choses qu'on peut faire avec les instruments sur Terre que ça va décupler notre connaissance de Mars, quoi. petite question, dans votre spécialité, vous vous intéressez aux roches en surface ou est-ce que vous vous intéressez aussi à la composition des manteaux? Comment est-ce qu'on sait quelque chose ou est-ce que vous savez quelque chose sur la structure de la planète à partir de ces études ou est-ce que il y a une géologie il y a des plaques sur Mars ou pas ou est-ce qu'on sait quelque chose de ce sujet Ouais, on sait sans rentrer trop dans le détail? Ouais, alors on sait beaucoup de choses. Après, moi, c'est pas ma spécialité, c'est-à-dire que moi, je suis vraiment plus dans l'étude de la surface et puis de la minéralogie qui est associée justement à l- à l'action de l'eau liquide et à ce genre de choses. Mais bien sûr, oui, j'ai des collègues qui s'intéressent à la structure de la croûte, à la structure plus profonde. Et là, justement, c'est le thème principal de la mission Insight. Donc là, j'en ai pas parlé parce que moi, je travaille pas sur cette mission, mais c'est l'autre mission qui est actuellement sur Mars. Alors, c'est un atterrisseur, hein, donc c'est pas un rover, il se déplace pas. Mais avec le sismomètre CEIS, qui est un instrument français également, l'objectif, c'est justement de mieux connaître la structure de la croûte et la structure profonde de Mars. Parce que c'est vrai que on sait un certain nombre de choses, par exemple la tectonique des plaques, on sait qu'elle n'existe pas en tant que telle sur Mars. Mais par contre, il y a encore beaucoup d'inconnus sur notamment la taille du noyau, ce genre de choses. Donc, d'ailleurs, il y a des résultats qui ont été publiés par Insight. Ils ont une première estimation de la taille du noyau, etc. Donc, si ça vous intéresse, à mon avis, en tapant Insight, sismomètre, Mars, quelque chose comme ça, vous trouverez quelques résultats intéressants.
J'ai vu que vous avez... Allô? Oui, je vous entends. Sur une des vues, on a un module MOXIE qui est destiné à produire de l'oxygène. Ça, c'est dans le cadre d'une préparation d'un atterrissage humain, non? Oui, alors ça fait partie un petit peu de l'habitude, j'ai envie de dire, que la NASA a d'essayer de placer de placer des charges utiles pour la préparation des vols habités. Donc sur Curiosity, par exemple, on avait un instrument de mesure des radiations. Et l'objectif, c'était un petit peu similaire, c'est-à-dire voilà, enfin, l'idée était de dire, ben voilà, on va mesurer euh, en vrai, pas simplement faire des estimations ou des modèles, on va mesurer les radiations qu'un voyageur vers Mars subirait pendant le trajet interplanétaire et une fois sur Mars, pour savoir à quoi s'attendre pour nos astronautes. Sur Persévérance, effectivement, il y a ce module MOXIE qui sert à produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère de Mars. Scientifiquement, ça sert pas à grand-chose, faut être honnête. On sait qu'on peut faire du CO2 qu'on peut faire du dioxygène à partir du CO2. Donc on n'apprend pas grand-chose en faisant ça, mais technologiquement, voilà, on montre qu'on est capable de faire un système robuste et là, ils vont le faire à intervalles réguliers pour montrer que, par exemple, le système ne s'abîme pas avec la poussière martienne ou ce genre de choses. Dans l'idée que bah, voilà, si on doit envoyer des hommes sur Mars un jour, ce sera peut-être pratique de pouvoir fabriquer de l'oxygène sur place plutôt que de l'emmener avec nous. Donc ça s'inscrit dans ce cadre-là. Et voilà, c'est pas tout à fait dans les objectifs scientifiques de la mission, mais donc ça permet de connecter un petit peu les différents grands objectifs de l'agence, quoi. Mais je rebondis sur ce que, Erwin, ce que vous venez de dire là, qui est très très important. On a l'idée, nous, que sur Terre, on est protégé par notre champ magnétique et que en dehors de cette biosphère, point de salut, on part dans l'espace, on va être, je parle de l'espace qui est au-delà de là où on a la Station spatiale internationale, là où on est soumis au flux de radiation solaire. Justement, là, sur la mission Curiosity, il y avait des détecteurs pour savoir est-ce que c'est létal? Je veux dire, est-ce que des gens qui vont être sur Mars vont survivre aux irradiations solaires de très haute énergie? Est-ce qu'on sait la situation? Parce qu'il y a ces gens qui veulent envoyer le commun des mortels sur Mars en tourisme, mais c'est une folie, parce que les gens vont mourir rapidement, avoir des cancers. Et quel est l'état des radiations sur Mars, qui est éloigné du Soleil, certes, mais ça doit être extrêmement puissant. Il n'y a pas de protection du tout là-bas. Est-ce que vous Alors, savez quelque chose ouais, sur la vie alors j'ai pas le graphique sous la main pour répondre, Non, mais mais sur un plan général, quoi, sans rentrer dans des chiffres, est-ce que c'est invivable? Est-ce que le niveau de radiation est tel que la mort est non, certaine? non, c'est pas insurmontable. Jean-Pierre, tu coupes un peu ton micro parce que Oui, pardon, oui, je le coupe de suite. C'est pas insurmontable. Encore une fois, il faudrait que je retrouve le graphe, mais disons que c'est en termes d'ordre de grandeur, c'est pas si différent que ce que subissent les astronautes qui passent 6 mois sur la Station spatiale internationale. En fait, effectivement, le moment le plus critique, c'est le trajet interplanétaire. En fait, une fois qu'on est sur Mars, même s'il n'y a pas de champ magnétique, il y a quand même une protection qui est fournie par l'atmosphère en elle-même. Donc, je dirais que ça nécessite de faire ce genre de mesures en s'appuyant justement sur l'expérience qu'on peut avoir avec les vols qu'il y a autour de la Terre, préparer un peu voilà, les niveaux de protection qu'il faut, les niveaux de surveillance qu'il faudrait après pour les astronautes, etc. Parce que c'est certain que ça augmente le risque de cancer, hein, mais bon, ça, quand on prend l'avion, c'est un peu la même chose aussi.
dans des proportions différentes. Donc c'est certain que ça nécessite de s'y préparer et d'avoir des mesures sur lesquelles se baser. Mais c'est pas, je dirais que c'est pas rédhibitoire nécessairement. Ça nécessite de s'y adapter et de le prendre en compte. Mais c'est pas, comment dire, ça n'interdit pas, ça n'interdit absolument pas On a d'aller des faire mesures, on a fait des mesures. avec Curiosity, oui. On sait les niveaux de radiation que serait soumis quelqu'un à la surface de la planète. Et on a des enregistrements du coup de très longue durée parce que Voilà. cet instrument il fonctionne depuis l'arrivée de Curiosity, donc on a pu aussi voir l'influence du cycle solaire ou des éruptions solaires, des éjections de masse coronale, etc., sur les niveaux de radiation qui sont subis directement à la surface de Mars. Donc donc là on a vraiment une archive sur laquelle on pourra s'appuyer pour préparer ce type de mission. Même en cas d'éruption solaire du type 1859, par exemple. Alors, je connais pas l'éruption de à l'époque, 1859. il y avait que les télégraphes, mais c'est une époque où tout ce qui était système télégraphique avait été perturbé, quoi. Bah, je pense que ça dépend un peu comment dire, de l'orientation. C'était une éjection de masse coronale ou je sais pas si c'était. Oui, c'est ça, c'était une forte éruption solaire. Donc je pense que ça après ça dépendra si elle est orientée vers Mars ou pas, mais en tout cas voilà on a un enregistrement d'une dizaine d'années à la fois on a le trajet Terre-Mars et puis on a toute la partie sur Mars pour avoir une base. Alors je sais pas s'il y a eu un gros événement comme celui-là, sans doute pas, mais en tout cas on peut maintenant avoir une bonne idée du niveau de protection que fournit l'atmosphère de Mars. J'avais une autre question. Sur une des vues, on voit un certain nombre de ridules sur la surface. Ça correspond, ça doit être quelque chose qui est connu au niveau géologique. Ça correspond à des flux d'eau qui sont passés. C'est sur quelle Sur la vue où il y a notamment le cratère Belva, un peu plus loin, je pense. Voilà. Juste ici, notamment. Là, il y a des ridules dans le cratère Belva, puis il y en a un petit peu ailleurs dans le delta. On a l'impression que ça correspond à des flux d'eau. Non, c'est des dépôts éoliens, c'est des rides sableuses. Bon, merci. Et en fait, il y en a pas mal dans ce cratère. Ce que j'ai pas dit, par exemple, c'est que le système d'atterrissage, justement, il incluait un système qu'on n'avait pas sur Curiosity, qu'on n'avait pas sur les missions d'avant non plus, de reconnaissance en fait du terrain. C'est-à-dire que on avait évidemment ces images orbitales avant l'atterrissage. Et on avait justement repéré toutes ces zones remplies de sable, etc., qui sont impraticables pour beaucoup pour le rover. Et le rover, pendant sa descente, en fait, a fait des images de ce qu'il y avait sous lui. Et il y avait un algorithme qui était chargé de reconnaître le paysage. Et, le système de guidage a envoyé le rover dans une zone qui était dégagée de ces risques-là. Donc c'est vraiment c'est vrai que j'aurais pu le mentionner entre Curiosity et Perseverance, ça c'est un gros plus également parce que ça permet d'atterrir dans des endroits qui habituellement auraient été peut-être jugés trop risqués. Justement parce que si on atterrit, par exemple, si on avait atterri en plein dans ce cratère Belva que vous mentionnez, la mission était finie directement. Donc, Merci, merci. Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y a de l'eau liée dans les minéraux qu'on trouve à la surface de Mars, ou est-ce que il y aurait de l'eau liée à des profondeurs plus importantes?
Alors oui, il y a de l'eau liée, on détecte un certain nombre de minéraux hydratés un peu partout sur Mars, que ce soit avec les rovers ou avec les spectromètres orbitaux dont je parlais tout à l'heure, les spectromètres infrarouges. Faut savoir que l'eau, elle fait plusieurs absorptions bien caractéristiques dans l'infrarouge, donc c'est quelque chose qu'on détecte assez facilement. Et donc oui, on en détecte à la surface. Alors, il est possible qu'il y ait un effet. C'est vrai que l'atmosphère martienne en elle-même est un environnement très sec. Donc, c'est vrai que les minéraux qui sont exposés juste à la surface sont peut-être un peu desséchés par rapport à leurs équivalents un petit peu plus en profondeur. Mais ils ne le sont pas totalement. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas de problème à détecter de l'eau liée. Encore une fois, avec les observations orbitales ou depuis les rovers. D'ailleurs, avec Persévérance, on a le spectromètre infrarouge de Supercam et on détecte ces signatures d'eau également de manière très répandue. Ça fait quand même des quantités d'eau importantes, je suppose. Oui, alors il y a justement une étude qui est parue récemment qui a essayé d'estimer ça, qui a estimé la quantité d'eau. Alors c'est pas la première étude à évoquer cette idée, hein, mais c'est vrai qu'au final, si on prend l'ensemble de la surface martienne et qu'on prend bon, il faut extrapoler un petit peu la quantité de minéraux hydratés parce que bon, on voit pas en profondeur et puis il y a aussi beaucoup de grandes zones de Mars qui sont couvertes de poussière, donc on peut pas détecter les minéraux là-dessus, mais voilà, en faisant quelques hypothèses, on se rend compte que ça fait des quantités assez considérables d'eau et donc, comme je disais, il y a une étude récente qui est sortie en disant que ça pouvait même représenter des quantités d'eau aussi importantes que les quantités d'eau qui ont été perdues, par exemple, par échappement atmosphérique. Donc toute cette eau qui a constitué ces lacs dont j'ai parlé longuement dans cette présentation, aujourd'hui, elle est pour partie dans les calottes polaires, elle est pour partie échappée dans l'espace, mais elle est aussi en grande partie piégée dans les minéraux hydratés. Merci. Voilà, je crois que Erwin, tu as dépassé largement le temps Ouais, qui était imparti. Bravo. Mais vu le nombre de Super. questions, je pense que ça démontre l'intérêt et qu'on y a trouvé. Merci beaucoup. Et puis j'espère merci. qu'on aura l'occasion de se revoir à l'observatoire un de ces jours. Ouais, bah oui, je sais pas quand est-ce que les activités vont pouvoir reprendre. Il y avait une hypothèque sur la fin juin, mais je ne sais pas si elle va être retenue. Ouais, bah en tout cas, avec plaisir, je pense qu'on aura l'occasion de se revoir à l'observatoire. J'espère dans pas trop longtemps. Ouais, croisons les doigts. Voilà, bah Ben, merci à tout le monde, hein. Et puis, Merci, bonne soirée, merci pour cette conférence. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée à tous.